7, 12. Alors écoutez, j'espère que tout fonctionne bien. Normalement, nous sommes connectés. Alors écoutez, je souhaite tout d'abord la bienvenue au professeur Valérie Defauchel, qui va animer la webconférence ce soir sur l'arthrite juvénile idiopathique. Donc c'est un thème très particulier et qui sera pris en main durant la webconférence par l'association Courir. Alors on va faire quelques petits essais quand même sur le plan technique pour être sûr que tout le monde va pouvoir bien fonctionner. Sur la droite, oui, je vois que ça y est, on a des gens, des personnes qui arrivent. Donc, voilà, nous avons Joël, Karine. Alors, j'en profite en attendant pour vous dire que à l'image, malheureusement, on aura de façon fixe le professeur Valérie Defauchel parce qu'on a un souci de caméra. Mais normalement, au niveau du son, il n'y aura aucun souci. Alors, vous avez compris, au niveau du chat, là, ça fonctionne. Vous pouvez mettre un commentaire dans la partie inférieure et faire entrer. Et je vois que, a priori, tout le monde a pu se connecter, commence à se connecter. Voilà, tout d'abord, moi, je voudrais remercier le professeur Valérie Defauchel, qui a fait la gentillesse de se libérer donc, pour animer cette webconférence. Le professeur Valérie Defauchel travaille au service de rhumatologie de l'hôpital de la Cavale-Blanche, au centre hospitalier régional universitaire de Brest. Alors, nous aurons également le plaisir d'avoir Céline Dany, présidente de l'association Courir. Moi, pour Céline, j'ai beaucoup d'admiration, ça va être rapide, mais j'ai beaucoup d'admiration pour son engagement au travers de sa mission présidente de Courir. Et puis, de façon encore plus importante, je suis totalement admiratif au niveau de sa mission de maman. Voilà, parce que je sais qu'elle a une vie qui n'est pas simple, mais qu'elle remplit avec beaucoup d'élégance et de compétences, et je suis totalement admiratif. Bon, moi-même, Gérard Thibault, vice-président de l'association d'art, et je suis touché d'être là ce soir parce que moi, j'ai rencontré l'arthrite juvénile ou la polyarthrite précoce, mais on y verra peut-être plus clair au cours de l'émission, à l'âge de 10 ans. Donc, c'était il y a tout simplement 60 ans. Alors, quelques mots au niveau de l'association d'art. Je joue avec le réseau. Donc, nous avons encore des calendriers disponibles au niveau de l'année 2019, mais les mois passent, il reste encore quelques calendriers. Les premiers qui souhaitent les commander les auront. Et ce calendrier, chaque mois, vous avez deux personnes. Une personne qui représente le professionnel de santé, une autre personne qui représente le patient. Et le quiz, en fait, c'est de trouver quel est le professionnel de santé, quel est le patient. C'est un moyen ludique qui permet de nous rappeler que derrière chaque personne, c'est avant tout un individu, et que les individus, comme tout être humain, nous avons nos forces, nous avons nos failles. Et l'important est de bien se comprendre donc avec le professionnel de santé. Autre point, je suis désolé, hop, on va y arriver. L'Anguille s'est engagé avec un nouveau partenariat qui s'appelle MapPatho. C'est en fait la cartographie au niveau des pathologies. Donc c'est quelque chose de tout nouveau. Et en fait, c'est je vais y arriver. Voilà, une application en fait. Une application qui est alimentée par les patients au service des patients. Ça veut dire qu'on va aider le patient à trouver rapidement le bon professionnel de santé concernant sa pathologie. Ça existe déjà pour d'autres pathologies, et donc ça va être mis en route pour la polyarthrite rhumatoïde. La revue de l'ANDAR, donc ce sera la troisième et la dernière de l'année 2019, qui va être diffusée donc au tout début du mois de décembre. Alors un point important, je pense que si vous avez regardé ou les actualités, ou si vous êtes promené dans la rue, eh bien oui, aujourd'hui il y a un constat, c'est que l'hôpital public est vraiment en danger. Et on vous invite, si vous voulez, à signer la pétition par le lien qui est dessous pour soutenir l'hôpital.
Il est extrêmement important aujourd'hui que nous, les patients, s'engagent si on veut conserver une qualité de soins au niveau de l'hôpital. Et je crois que maintenant, je vais passer la parole à Céline de l'association Courir. C'est toi, Céline. Merci. Bonsoir à tous. Merci à l'ANDAR d'avoir organisé cette webconférence sur l'arthrite chronique juvénile. Merci au professeur de Vauchel d'être présente. Et merci Gérard pour ces mots qui me touchent toujours, mais il exagère. Effectivement, je suis Céline Dorier, présidente de l'association Courir depuis quelques années. Et je suis maman de 3 adolescents maintenant, quoi, une jeune adulte et 2 adolescents, qui sont tous les 3 atteints d'arthrite chronique juvénile. Nous avons fait connaissance avec la maladie il y a 11 ans. Et depuis, elle ne nous quitte plus, mais on a une vie tout à fait plaisante. Donc, je suis là pour vous présenter un petit peu notre association. Donc, c'est une association nationale basée à Paris, qui compte environ 500 membres et on a un budget à peu près annuel de 60 000 €. L'association a été créée en 1992 par le docteur Anne-Marie Prieur, qui a été rhumatopédiatre au sein de l'hôpital Necker à Paris. Et à l'époque, elle avait été soutenue par une trentaine de parents. Il faut savoir que l'association Courir est la seule association française qui réunit les familles d'enfants et d'adolescents atteints d'arthrite juvénile idiopathique, ainsi que d'autres maladies chroniques rhumatismales. Une petite présentation de notre équipe. Nous sommes 15 administrateurs et nous avons 4 administrateurs suppléants qui nous prêtent main forte pour accomplir tous nos projets. Il faut savoir que nous sommes que des parents bénévoles. Nous n'avons pas de salariés. Nous sommes une petite association, mais bien occupée. Notre rôle, nos principales missions sont d'abord d'accompagner les familles à l'annonce de la maladie pour trouver le bon docteur, le bon centre qui va pouvoir prendre en charge leur enfant et également accompagner la recherche médicale. On souhaite aussi faciliter la scolarisation des enfants atteints d'arthrite chronique juvénile. On a republié notamment 3 nouvelles plaquettes à destination des enseignants et nous prêtons main forte aux familles quand il y a souci et malheureusement il arrive très souvent qu'il y ait souci avec l'école. Nous tenons aussi à informer à travers de newsletters qui sont à peu près mensuels, d'un bulletin à l'année, de notre site internet qui a fait peau neuve l'année dernière et puis au travers des réseaux sociaux. Nous cherchons aussi à promouvoir les échanges. Nous organisons des rencontres nationales et régionales pour les familles et les enfants atteints d'arthrite juvénile. La prochaine aura lieu au mois de mai, 8, 9 et 10 mai, près d'Angers. Ce seront les journées nationales de l'arthrite juvénile. Et puis, nous essayons de faciliter le dialogue avec les services sociaux et éducatifs. Pour mener à bien nos projets, nous avons l'extrême grande chance d'avoir un parrain en or, qui est Eric Judor, d'Eric et Ramsey. C'est un parrain extrêmement disponible pour les enfants, pour les adolescents, généreux, et c'est une grande chance pour nous de l'avoir à nos côtés. Voilà pour la présentation de l'association Courir, et je voulais terminer ces diapos par notre jolie mascotte. Qui est une superbe cigogne. Une cigogne avec les ailes multicolores. Très bien. Écoutez, merci Céline, et nous allons passer la parole au professeur Valérie de Vauchel. Donc, cher professeur, c'est à vous. J'espère que... Je crois qu'il y a un petit souci. Allô? Le micro est bien ouvert. C'est écrit qu'elle est déconnectée. Donc on va patienter quelques instants et on va pouvoir retrouver le professeur de Vauchel. Alors un petit mot en attendant, si vous voulez, moi c'est vrai que je suis toujours touché lorsque je rencontre des
des adultes qui vont rencontrer la polyarthrite rhumatoïde avec tout ce que ça impose, comme deuil dans la vie, comme deuil au niveau des amis. Mais lorsque je rencontre les enfants, ça m'est arrivé là, parce que Céline m'avait invité à un congrès, je peux vous assurer que c'est quelque chose d'extrêmement touchant, parce que c'est des enfants qui souvent vont devoir passer toute une partie de leur vie confrontés à cette pathologie, même si aujourd'hui, heureusement, il y a quand même des traitements qui vont pouvoir, heureusement, bloquer la maladie. Alors, le professeur Valérie Debochel est de retour. D'accord. Alors, écoutez, je vous laisse la parole. Sinon, je la reprends. Alors, professeur Valérie Debochel, est-ce que vous nous entendez? Ah. Oui. Ben non, en tout cas, je crois que personne ne m'entend, non? Si, si, j'entends absolument plus personne. Là, on vous entend. Aïe, aïe, aïe. Ah, vous m'entendez? Ah bah écoutez, c'est très bien. Allez, on vous laisse la place. C'est à vous. D'accord. Bon, bah écoutez, eh bien, bonsoir. Tant mieux si on m'entend. Alors moi, j'ai été déconnectée. Là, je n'entends plus personne. Je me sens un peu seule au monde, mais c'est pas grave. Après tout, je suis à Brest, c'est normal. Donc, j'en profite quand même pour remercier les associations de patients qui m'ont invitée. Donc, c'est vrai que l'ANDAR, pour une rhumatologue que je suis, c'est vraiment voilà, une association qui est que nous connaissons tous, que nous admirons et qui nous aide beaucoup pour lorsque nos patients ont besoin d'une aide un peu différente de celle que nous pouvons lui apporter. Et puis, eh bien, courir, c'est pareil avec quand même un lien un peu plus étroit, en tout cas par le biais de mes patients, parce qu'ils ont quand même souvent besoin d'une aide très particulière, étant donné que l'arthrite juvénile, c'est une maladie rare et que eh bien, les parents sont souvent beaucoup plus démunis et que courir fait beaucoup de manifestations pour les parents et fait aussi des fiches dont je me sers assez souvent pour leur venir en aide. Donc, si vous voulez communiquer avec moi, là, il faut le faire par le chat parce que je n'entends personne. Tout est très calme. Donc, je vais essayer de décrypter avec vous les rhumatismes inflammatoires de l'enfant. Et pour vous parler d'abord un peu de moi, donc je travaille là, vous voyez sur la carte de la France à Brest. Donc, vous voyez tout au bord de l'océan où on mange, vous voyez à droite, pas mal de crêpes, mais on travaille aussi. Hein. On a des sous-marins nucléaires et puis eh bien, des voileux très célèbres. Vous connaissez Éric Tabarly et puis vous avez sinon Faustine Méret qui vient il y a quelques années d'être championne du monde de planche à voile. Alors, donc, pour vous parler un peu d'arthrite juvénile, je vais prendre des exemples en fait de petites patientes et égrener avec vous la problématique de l'arthrite juvénile. Donc ça, c'était une petite Bretonne de 2 ans qui est venue avec sa maman depuis 3 mois à peu près. Elle boitait, elle refusait le matin de descendre seule de son lit. Pour autant, elle ne se plaignait pas toute la journée. Le médecin avait d'abord parlé douleur de croissance, mais le genou lui paraissait gonflé, il n'était pas très sûr, donc il préfère finalement vous l'adresser. Donc la maman est inquiète, mais en même temps, elle ne comprend pas très bien pourquoi sa fille saute et court parfois. Elle se plaint un peu après la sieste. À l'école, c'est pareil. Enfin, à l'école, avec sa nounou, c'est pareil. Il y a des moments, elle se plaint, et puis d'autres, ça va beaucoup mieux, elle peut courir. Et donc, vous avez des radiographies qui étaient normales. Et donc, la problématique, en fait, d'une maladie rare, c'est de la mettre en évidence et surtout former aussi des professionnels de santé qui sont déjà formés à de nombreuses maladies. Donc, ils ont parfois un petit peu moins de temps pour ces maladies rares. Et la problématique, c'est que également l'arthrite juvénile, en fait, c'est un nom qui regroupe beaucoup de maladies un peu hétérogènes. Chez les adultes qui nous écoutent là aujourd'hui, eh bien, il y a la polyarthrite rhumatoïde, c'est bien identifié. Les spondylarthrites ankylosantes, par exemple, également, c'est bien identifié. Chez l'enfant, la classification médicale qui a été faite en pédiatrie, eh bien, a des noms qui sont différents de ceux utilisés chez l'adulte, ce qui pose parfois un peu des problèmes quand l'enfant va grandir, et puis regroupe un peu toutes ces maladies ensemble. Donc, en fait, ce sont des arthrites, c'est-à-dire des articulations qui gonflent avant 16 ans, et puis pour des causes inconnues, donc finalement qui vont être des causes auto.
Et voilà comment elles sont classées, ces maladies. Donc c'est un peu lourd comme tableau, mais c'est pour vous montrer, comment ça fonctionne. Dans tout en haut, vous avez arthrite systémique. Ça, c'est plutôt la maladie, de Still. Alors je vois qu'il y a des sons stridents en écho. Ah bah ça, c'est embêtant. Tout à l'heure, ça fonctionnait bien. Je ne sais pas si par, chat, vous voulez que je me redéconnecte et que je me reconnecte? Donc l'arthrite systémique, c'est, la maladie de Still, donc c'est plutôt de la fièvre, c'est un peu différent de ce dont je vais vous parler là. Et pour ce qui est plus polyarthrite, pour la polyarthrite rhumatoïde, vous voyez, c'est la 3e et 4e ligne, donc polyarthrite à facteur rhumatoïde négatif et à facteur rhumatoïde positif. Tout cela va regrouper la polyarthrite, de l'adulte. En dessous, en orange, là, vous avez 2 cases qui correspondent à la spondylarthrite, en fait, de l'adulte et qui sont regroupées sous des noms un peu différents parce qu'elles se présentent un peu différemment quand elles surviennent dans l'enfance. Il faut savoir que globalement, parce qu'il y a peu d'études en fait qui regardent maladie par maladie, entité par entité, globalement, il y aura 50%, on va dire, des enfants qui ne seront plus suivis à l'âge adulte. Donc c'est une évolution aussi qui va être plutôt bonne, on va dire, pour la moitié des enfants. L'autre moitié sera toujours suivie avec des formes un peu plus sévères lorsqu'elles sont de la polyarthrite rhumatoïde, en fait, ce qu'on appelle les formes polyarticulaires, où la rémission est beaucoup moins fréquente. Alors, en pédiatrie, par différence avec les symptômes présentés chez les adultes, eh bien, vous voyez qu'il va être plus difficile de préciser l'horaire des douleurs. Vous savez ce que le médecin vous demande sans cesse. Est-ce que vous avez mal le matin? Combien de temps dure votre dérouillage? Combien de fois vous êtes réveillé la nuit? Donc, chez l'enfant, et plus il est petit, plus c'est difficile à préciser. Et la douleur aussi est exprimée parfois très peu, en fait. Hein, et donc ce sont les parents souvent qui vont nous décrire ces douleurs, donc il y a un intermédiaire bien sûr, et l'enfant, lui, parfois la verbalise très très peu, ou la ressent pour certains cas moins, ou s'habitue à vivre avec, et il est fréquent en fait de découvrir des arthrites sur des sites pour lesquels les enfants ne se plaignaient pas. Par ailleurs, la représentation du temps, hein, évidemment, pour un enfant est un peu différente de chez un adulte et c'est parfois difficile de savoir s'il a mal très très souvent ou s'il a mal de manière plus ponctuelle. Or, c'est extrêmement important. Donc les parents sont très très importants dans cette consultation. Souvent d'ailleurs, c'est eux qui constatent une boiterie, une absence d'utilisation d'un membre, etc. Et l'observation de l'enfant est très importante et on va également évaluer le retentissement sur sa scolarité, sur le sport, le sommeil. Voilà, et je n'ai pas abordé la problématique du nourrisson qui est beaucoup moins concernée par tout ce qui est polyarthrite, dite rhumatoïde ou spondyloarthrite, mais qui, vous l'imaginez bien, pose d'autres de problèmes également pour les symptômes et puis l'examen clinique. Donc pour un enfant, il faudra que le médecin examine bien toutes les articulations parce qu'un certain nombre d'entre elles vont être asymptomatiques, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, le patient se plaint très peu. Pourtant, il a déjà une atteinte et il faut absolument la détecter. Et puis, il y a des sites un peu particuliers chez l'enfant. Je pense que pour la plupart d'entre vous qui ont déclenché la polyarthrite à l'âge adulte, on vous a assez peu interrogé sur vos articulations temporomandibulaires. Chez l'enfant, on va le faire beaucoup plus fréquemment parce que c'est une zone qui peut être atteinte et qui peut entraîner des problèmes ensuite à la croissance des condyles mandibulaires. La courbe staturo-pondérale, donc ça c'est la prise de poids, le fait de grandir, etc. Ça c'est très important aussi, ça évalue le retentissement de sa maladie. Et comme je vous l'ai dit, l'école, ses activités. Et un point particulier que les rhumatologues dits d'adultes ne font pas, puisqu'il n'y a pas de raison de le faire chez les adultes, c'est la surveillance oculaire. Je vais vous en reparler un petit peu. Donc l'enfant, voilà, à gauche, c'était un de mes petits patients, on l'examine dans cette tenue pour bien examiner toutes ses articulations. À droite, c'était mon fils quand il était petit pour vous montrer ses articulations d'intérêt. Donc vous voyez sur sa tête, là, son petit
sa petite capuche pour se baigner, parce que comme vous avez dit, je suis en Bretagne, donc il fait froid, mais ça permet de voir le rachis cervical, les articulations temporomandibulaires. Donc il avait son petit caleçon là et les hanches sont des articulations extrêmement importantes à examiner chez l'enfant. Et puis ses petits chaussons, pareil, donc les chevilles très souvent atteintes et les orteils, et ça c'est pas très facile d'examiner chez un tout petit les orteils. Voilà une jeune fille qui était venue en consultation adressée pour des douleurs des poignets, et quand vous la voyez là étendre ses bras, vous voyez qu'il y a déjà un déficit d'extension au niveau des coudes. Elle ne l'avait pas remarqué. Également au niveau de ses doigts là qui présentent quelques déformations qui vous seront un peu plus familières. Donc je vois une question sur la répartition garçon-fille dans l'arthrite juvénile comme dans la polyarthrite rhumatoïde. C'est assez proche. Si on parle de la polyarthrite rhumatoïde, elle va atteindre un peu plus les filles, mais elle atteint également les garçons. Il y a une fréquence un peu plus importante de garçons atteints dans l'enfance que chez l'adulte. Si l'on part sur la spondylarthrite de l'enfant, eh bien on est sur le même ratio, c'est plutôt les grands garçons. Et puis cette forme très particulière de l'arthrite, elle, ça va être plutôt les petites filles. Vous voyez également un enfant là que j'examinais avec, vous voyez le genou qui est le plus à l'extérieur là, qui est un peu hyperlaxe. Mais ça en fait c'est normal et c'est son autre genou qui est atteint par la maladie avec un épanchement à ce niveau-là. Ça c'était un plus grand garçon, une monoarthrite dans le cadre, vous voyez, d'une spondylarthrite avec un épanchement du genou. Alors pour Lénaïque, pour revenir à cette petite fille, donc je vous avais dit 2 ans, un gros genou, ça a évolué depuis, je ne sais plus, quelques mois on va dire, avec des radios qui étaient normales. Donc pour elle, le diagnostic le plus probable, c'est celui d'oligoarthrite. Donc ça, c'est vraiment la forme pédiatrique la plus typique et que l'on rencontre très peu, on ne rencontre pas d'ailleurs chez les adultes. Donc vous voyez, une petite fille, j'ai mis F supérieur à G, donc plus souvent les petites filles de 2 à 4 ans. Et c'est dans cette forme-là qu'il faudra bien surveiller les yeux parce qu'il peut y avoir des inflammations au niveau oculaire qui peuvent avoir des conséquences graves sur la vue et qui sont souvent asymptomatiques. J'ai marqué uvéite à œil blanc. L'œil n'est pas du tout blanc, mais blanc, c'est un terme qui veut dire sans symptômes. L'enfant peut avoir un déficit de vision qui s'installe progressivement sans s'en plaindre. C'est pourquoi il est indispensable de l'envoyer chez l'ophtalmo pendant un certain nombre d'années. Voilà également une petite fille. Là, je vous montre une IRM. Pas une petite fille, elle m'avait été adressée avec son IRM de genou parce qu'elle avait un gros genou. Personnellement, je n'avais pas vraiment besoin d'une IRM, mais elle arrivait comme ça. Donc, vous voyez son genou avec tout ce qui est blanc là en avancée, l'épanchement. Et puis en fait, donc ça durait depuis un certain temps, donc on se demandait: «Mais qu'est-ce qu'elle a?» On me l'avait envoyé avec un diagnostic de tumeur, je crois, une tumeur, une infection, et cetera, et cetera. Et puis simplement en faisant l'examen clinique de cette petite fille, si vous regardez bien, vous voyez son 3e orteil là qui est tout gonflé, un orteil, presque en saucisse comme on appelle, et qui, du coup, a confirmé le diagnostic d'arthrite, juvénile. Alors le traitement, je ne vais pas trop m'étendre sur les traitements, je vous en parlerai un tout petit peu, mais finalement on est assez proche des traitements chez l'adulte. On commence par les anti-inflammatoires. Je vais vous parler un peu des infiltrations. Le méthotrexate, c'est comme chez les adultes, avec cette petite différence que les enfants vont avoir parfois des tolérances différentes de l'adulte, et en particulier le méthotrexate entraîne beaucoup plus souvent des nausées. Ça, c'est vraiment une grosse problématique. Je dirais que presque 20% des enfants ne tolèrent pas bien le méthotrexate. Et ensuite, vous avez les anti-TNF et d'autres traitements. Je reparle un petit peu des biologiques après. Donc, vous pouvez trouver quelques renseignements sur le site de la SFR, du CRI, par exemple. La surveillance de la forme articulaire, de la forme oligo-articulaire, c'est évidemment l'articulation. Et également le côté ophtalmologique avec en fait des recommandations que vous n'avez pas à connaître, mais je vous les montre simplement pour vous expliquer qu'en fonction de l'âge, du taux d'anticorps, eh bien, on va demander aux parents, même s'ils ne viennent plus voir le rhumatologue ou le pédiatre, pardon, eh bien, d'aller voir l'ophtalmo, et ce, à peu près jusqu'à l'âge de 10-12 ans.
Je répondrai peut-être, pour la transmission, ensuite. Vous me rappellerez cette question que je viens de voir sur le chat. Donc Yanis, pareil, un jeune homme, 8 ans, adressé pour une douleur de la cheville qui durait depuis 6 mois, hein. Le médecin a pensé qu'il s'était foulé la cheville. Le plus souvent, ces enfants arrivent un peu tardivement en consultation parce que d'abord on pense que ce sont des douleurs de croissance, ensuite on pense que ce sont des entorses, ou des fissures du cartilage et puis, seulement après on se dit: «Tiens, c'est peut-être, une arthrite». Donc vous voyez sur cette photo à gauche l'arthrite de cheville, on voit que sa cheville est gonflée en bas, la malléole est grosse là et puis pareil en l'examinant, on voit des orteils en sursis, ce qui facilite bien le diagnostic. Cet enfant, donc quel diagnostic soupçonnez-vous? Eh bien, une arthrite juvénile et une arthrite de forme, on va dire, ça s'appelle arthrite avec enthésite, une spondyloarthrite de l'enfant. Alors ça, c'était des questions, certaines de ces, diapositives, je les ai utilisées quand je fais quelques formations, aux médecins et donc mais on peut s'en servir ensemble dans disons les résultats des examens et le traitement que j'ai mis en place. Eh bien, que faites-vous? Parce que chez l'enfant, il y a d'autres choses à faire bien sûr et mettre en place un PAI. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? Donc un PAI ou un PAP, c'est un programme d'aide individualisé ou d'aide personnalisée. Donc c'est quelque chose, c'est une action à laquelle on devra forcément penser, si l'arthrite persiste, ne cède pas assez rapidement à votre traitement parce qu'il y a, plein d'actions que l'on peut mettre en place au niveau de l'école. Et bien madame Danis, vous en a un peu parlé en introduction. Il y a des brochures de courir qui sont extrêmement aidantes, mais donc c'est au médecin de se mettre en rapport avec, le médecin scolaire ou l'infirmière scolaire et on propose tout un tas d'aménagements possibles. La dispense de sport, donc on en discute aussi. En général, ce n'est pas une dispense, à l'année, hein, c'est en fonction de la gravité de la maladie. On encourage plutôt la pratique du sport. Parfois à l'école, c'est compliqué, donc elle peut aussi se faire en dehors de l'école, sur des activités que l'enfant aimera. Alors les vaccinations, ça c'est la même problématique que chez l'adulte, hein, donc vous savez bien que les médecins vont vouloir absolument que toutes les vaccinations soient faites et même un peu plus et on va essayer d'anticiper tout ça parce qu'au début, c'est des anti-inflammatoires, mais après il faudra mettre le méthotrexate. Rassurer Yanis et ses parents, oui, bien sûr, il faut établir un lien, positif et comme je vous l'ai dit, beaucoup d'arthrites juvéniles vont quand même avoir une évolution qui sera, heureusement, plutôt, favorable et donc il faut être, plutôt dans une attitude, je pense, très positive. Les parents, quand on est malade soi-même, c'est très dur, mais quand c'est votre enfant, c'est encore plus dur. Donc il faut absolument créer ce lien avec, les 2 parents. La kiné, bah, ça c'est une, question, à chaque atteinte articulaire, en fonction de la récupération de l'enfant qui ont parfois un potentiel de récupération, vraiment surdimensionné par rapport à l'adulte. Eh bien, on prescrit ou pas de la kiné, mais il faut y penser systématiquement, en particulier pour la cheville. Ben, ça c'est en double, on va la passer. Voilà, donc ça c'est le calendrier vaccinal simplifié 2019 qui ne concerne pas les patients, sous immunosuppresseurs, hein, mais ce sont déjà les vaccinations, classiques qui doivent être, faites et puis ensuite il y aura les vaccinations contre le pneumocoque et donc on va essayer d'anticiper cette vaccination et de lutter aussi contre les idées, reçues. Beaucoup d'études montre que chez l'enfant, vacciner n'entraîne aucune complication de l'arthrite juvénile et même montre que parfois la réponse vaccinale est un petit peu moins bonne que chez un enfant qui n'est pas sous immunosuppresseur. Donc on aurait plutôt tendance à encourager des vaccinations que peu de vaccinations, bien évidemment. Excusez-moi. Donc Yanis, on lui a mis des anti-inflammatoires, il va mieux, sa cheville reste gonflée et vous souhaitez réaliser une infiltration. Donc ça, c'est assez commun également chez les patients adultes, mais chez un enfant, ça s'envisage un peu différemment. Donc il va falloir expliquer tout cela à Yanis et à ses parents. Donc, en général, ce qu'il faut savoir, c'est que l'infiltration, c'est jamais une urgence, hein. Le médecin, il y pense tranquillement quand il voit que son traitement ne marche pas et qu'il n'est pas motivé pour diverses raisons pour mettre un traitement de fond ou quand il faut compléter l'effet du traitement de fond, donc on a un peu de temps. Donc il faut en parler avec les parents, il faut demander l'avis de l'enfant, en tout cas le faire participer, lui expliquer
Et ça se fait sous anesthésie générale pour les tout petits. À partir de 6 ans, on peut faire, simplement sous Calinox, là, ce gaz un peu, ce qu'on appelle le gaz hilarant, mais enfin pas très hilarant, mais au moins, qui met l'enfant dans un état un peu second, qui fait que le vécu de la douleur est moins important et que le souvenir de cette douleur sera, moins important. Il n'empêche que cela se fait en général avec une infirmière, avec, le parent s'il le souhaite et puis, cela se fait dans le calme et la discussion, l'enfant ne sera pas endormi. Et donc la parole, ça c'est important, qui explique, qui accompagne, qui fait exprimer le vécu de l'acte douloureux avant et après aussi, hein. Le médecin ne doit pas craindre de demander après, bah, comment ça s'est passé? Tu as eu mal? Oui, non et puis d'en reparler, c'est important. Ça a une très, très bonne efficacité, hein, les synovial chez l'enfant, hem, avec les corticoïdes retard que l'on connaît, qu'on utilise également chez les adultes, mais il faut savoir les manier. En bas à droite, là, vous avez une petite trace blanche sur le poignet, ça c'est une, conséquence de la synoviorthèse qui arrive très rarement, mais c'est possible quand le produit reflue un peu, sous la peau. Voilà, donc pour Yanis, simplement pour vous rassurer, mais parce que globalement, les synoviorthèses, ça se passe très bien et c'est plutôt très efficace. Donc, lui, ça s'est bien passé, la cheville est guérie, et on discutera ensuite des traitements de fond en fonction de ses futurs symptômes. Alors, je ne sais pas comment vous faites d'habitude. Je vais peut-être terminer si vous voulez. J'essaierai de répondre à vos questions ensuite. Donc, on va terminer rapidement avec Alice. Alice a 12 ans, donc elle, c'est une polyarthrite. Polyarthrite, pour un médecin, ça veut dire plus de 6 articulations gonflées, hein. Ça ne veut pas forcément dire rhumatoïde, mais ce sont des symptômes. Elle atteignait son poignet, ses MCP, c'est-à-dire ses doigts, sa cheville. Elle, c'était bien une polyarthrite d'allure rhumatoïde, même si elle ne va pas porter le même nom pour l'instant, et elle va être traitée par méthotrexate. Elle l'a bien supporté, mais malgré tout, écrire à l'école reste difficile et vous trouvez que son poignet droit reste gonflé. Alors c'est une jeune fille, qui est plutôt calme, un peu introvertie, elle a peur des piqûres, hein. Malgré tout, elle est impliquée déjà malgré son jeune âge dans son traitement, elle le connaît bien. Ses parents sont divorcés. Donc biologiquement, les facteurs rhumatoïdes sont positifs, il n'y a pas d'anticorps, antinucléaires. Bon, vous n'êtes pas très satisfaite, du traitement, vous trouvez que les synovites persistent, au moins une, le poignet c'est extrêmement important pour l'écriture et Alice, même si elle s'exprime peu, bah, vous voyez bien qu'elle a encore, des douleurs, elle reste assez fermée malgré tout et donc vous souhaitez introduire un traitement par anti-TNF. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir chez l'enfant? Globalement, les traitements biologiques chez l'enfant, c'est surtout donc anti-TNF, étanercept, adalimumab. On les utilise à peu près depuis les années 2000, puis 2004 pour l'adalimumab. Il y a également l'abatacept et le tocilizumab qui ont une autorisation de mise sur le marché. Il y aura prochainement, je pense, m'avance un peu, mais là je reviens du congrès américain, il y avait des présentations sur le tofacitinib chez l'enfant. Et que savoir de ces anti-TNF? Eh bien, sur l'efficacité, la tolérance, eh bien, c'est plutôt très, très similaire à l'adulte. Donc, c'est une bonne tolérance. Les risques infectieux existent, mais peu de risques sur la biologie. Et notre problématique, à nous, médecins, c'est celle des études scientifiques. Alors maintenant, il y en a. Avant, il y en avait très, très peu. Et leur design est toujours un peu particulier chez l'enfant dans le cadre des maladies rares. Il n'y a aucune preuve, par exemple, de l'efficacité sur la destruction articulaire. Évidemment, on pense, moi je suis tellement persuadée que ça fonctionne sur aussi l'atteinte destructrice, mais il n'y a pas de preuve scientifique. Les vaccins, donc ça à nouveau, normalement vous l'avez déjà anticipé avec le méthotrexate, mais il faut le rappeler. Et leur problématique majeure, c'est que c'est une forme injectable. Mais finalement, leur excellente efficacité compense tout ça. Mais il va falloir quand même avoir cette démarche d'expliquer à l'enfant que maintenant on va lui donner un traitement par piqûre et que ça, c'est pas toujours très agréable à entendre et pas toujours très agréable initialement à réaliser. Et puis, lors des séances d'éducation thérapeutique, on explique que ce n'est pas à vie, hein, parce que sinon c'est quelque chose. D'abord, ce serait faux de le dire, et puis c'est quelque chose qui est très dur à entendre aussi pour tout le monde. Et dans les faits, ce n'est pas à vie. On attend la rémission 1 an, 2 ans, et on peut discuter d'arrêt. Et donc les parents
sont très importants aussi dans cette relation, hein, donc c'est bien qu'il y ait l'association Courir qui soit présente et qui, je pense, ira également dans mon sens. Les parents sont vraiment des partenaires. Et là, je vous avais montré l'exemple de parents divorcés parce qu'il faut également s'adapter à ça. Il va falloir que les 2 parents soient vos partenaires et qu'ils aillent tous les 2 à l'éducation thérapeutique, donc parfois en séparé, parfois ensemble. Voilà. Et un dernier petit mot parce qu'Alice, elle va grandir, elle a grandi, elle a 16 ans, elle va plutôt pas mal sous traitement biologique. Pourtant, elle a abîmé une de ses articulations et vous avez donc essayé déjà une fois d'arrêter, vous n'avez pas pu arrêter le traitement. Donc vous savez en fait que cet enfant, cette jeune adulte, maintenant cet ado, elle va continuer son traitement. Et donc, elle va être dans ce qu'on appelle la transition. Donc la transition, qu'est-ce que c'est et comment on fait en fait? Alors moi, je suis peut-être moins bien placée pour en parler en France parce que moi, je suis rhumatologue et donc je prends en charge dans les services de pédiatrie des enfants. Et puis j'ai cette double casquette de rhumatologue, donc parfois évidemment, je continue à suivre ces enfants, mais dans un autre hôpital quand même. Il n'empêche que la plupart du temps, ils vont être suivis par quelqu'un d'autre et c'est très bien d'ailleurs. Ça fait partie aussi, je pense, de ce passage à l'âge adulte. Donc c'est l'équipe de pédiatrie va céder la place à l'équipe rhumatologique et il va y avoir un vrai changement dans la vie de cet enfant, mais pas que l'enfant. Donc vous trouverez ça également sur le site de FAI2R avec donc une relation très triangulaire. Les 4, enfin les parents, l'enfant, le médecin et d'autres personnes quand on est enfant. Et là, on va passer à une relation beaucoup plus directe de la médecine d'adulte, puisqu'au final, eh bien, le lien se fera avec le patient directement. Il n'y aura plus de parents qui feront l'intermédiaire. Donc ça se fait évidemment progressivement dans une période un peu difficile qu'est l'adolescence. Tout le monde va changer. L'enfant va devenir un adolescent puis un adulte, va changer de positionnement. Le parent, qui lui s'est en général énormément investi à, je dirais, tout donner finalement, tout donner pour cet enfant malade et qui là, petit à petit, va se voir désinvesti de ce rôle majeur, donc c'est pas simple non plus pour lui. Et le nouveau médecin qui va devoir prendre en charge ce patient qu'il ne connaît pas, qui a déjà un vécu très important avec un autre médecin. J'ai vu un petit mot sur quelqu'un qui disait qu'il avait été suivi par un prieur et qu'il ne l'avait jamais oublié, mais c'est comme ça. Le médecin d'adulte, il sait que quand il y a eu un médecin avant lui, voilà, le médecin de l'enfance, on va dire, c'est toujours quelqu'un, le souvenir est en général très fort et donc il faut eh bien, faire un lien avec un nouveau médecin, un lien qui sera différent, qui sera un lien d'adulte à adulte. Et puis, il faut que ce nouveau médecin aussi connaisse bien l'arthrite juvénile, sache qu'il va parler, il va donner par exemple un nouveau nom à la maladie de cet enfant, c'est pas très simple. Et puis, il va aborder des tas de thématiques parfois un peu complexes, à une période un peu complexe de la vie, hein, l'orientation professionnelle, etc. Donc tout ça, ça s'anticipe, ça s'organise. Et c'est aussi une période assez cruciale d'un patient. Donc, quelques take home message, un petit peu de dans ce que je vous ai dit. Donc, cette fois, je ne vous ai pas montré un pied, mais un doigt. Donc, il faut bien examiner toutes les articulations de l'enfant. Ça aidera beaucoup pour le diagnostic. À droite, c'est un œil. Donc, l'uvéite, attention, surveille de près certaines formes. Et puis, ce sont des petits bonhommes. Alors, on voit que le bras du papa. Donc, c'est un partenariat à 3 avec des enfants, donc avec toute la problématique de la scolarité. Et je vous remercie. Je suis toujours sourde, alors je ne sais pas si on peut faire quelque chose pour que je vous entende à nouveau. Ouais. Est-ce que vous nous entendez là, professeur? Alors là, je vous entends un tout petit peu. Oui, ça c'est bien. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon ordinateur. Céline, on t'entend? Oui, Ah, oui. ça y est, je vous entends. Parfait. Voulez-vous que je réponde aux questions, que je me taise un peu, que vous fassiez Non, des je pense commentaires? que Céline, tu as pu identifier quelques questions ou... Oui, au niveau des, notamment plus sur les symptômes, au niveau des douleurs. Je les ai sous les yeux, hein, si vous oui. voulez que je réponde à quelques-unes en attendant que Mme Dagnès fasse des vous- commentaires sur ce que j'ai dit. Peut-on avoir des douleurs? Je vois sans qu'il y ait de gonflement. Donc, je crois que j'ai déjà un petit peu. Non, je ne sais pas vraiment ça, mais bien sûr qu'il peut y avoir, comme chez les adultes, hein, des douleurs sans qu'il y ait forcément de gonflement, hein. Ça,
ça c'est sûr. Un enfant peut-il souffrir d'arthrite juvénile sans facteur rhumatoïde? Oui. Ce que vous avez pu voir peut-être dans la classification, il y en a avec et sans facteur rhumatoïde. Mais là, à ce moment-là, pour confirmer le diagnostic, il faut que quelqu'un ait vu des arthrites, quand même, quelque chose de gonflé. Ensuite, il y a une question: étant atteinte de polyarthrite rhumatoïde, est-ce que mon fils ou ma fille a plus de risque d'être touché? Donc ça, c'est une question très importante, effectivement, une question récurrente. Alors, pour répondre, comme vous le savez, la polyarthrite ne se transmet pas de manière directe, mais il y a une prédisposition génétique. Et moi, je prends souvent un exemple, c'est-à-dire que j'explique que dans une famille de 20 personnes, on va dire, les oncles, les tantes, la grand-mère, les enfants, eh bien, en général, il y a 2 patients, cette famille, atteints de maladies auto-immunes. Donc, vous voyez, il n'y a pas de transmission, il y a une prédisposition. Donc, vous pouvez favoriser, le fait d'avoir cette prédisposition génétique favorise le risque chez un de vos enfants, mais c'est quand même assez rare, finalement, qu'il y ait cette forte transmission directe. Donc, c'est plutôt dans la famille au sens large qu'on retrouve des liens. Tout âge devient-elle une peur à l'âge adulte? Non. Alors, dans l'oligoarthrite, il y en a beaucoup qui vont s'éteindre à l'adolescence. De la même façon, la polyarthrite de l'adulte, il y en a à peu près 30% qui ne passent pas à la chronicité. Donc, il y en a quand même beaucoup qui vont guérir, enfin, qui vont entrer en rémission. Si le patient... Alors, je continue à lire la question. Si le patient est toujours suivi pour ça, touché par la maladie... Oui, c'est ça. Donc, tout âge devient-elle une PR à l'âge adulte? Non. Voilà, je vous ai mis en gros 50%. C'est pas très facile parce que, comme vous voyez, la classification englobe 6 maladies différentes et qu'elles sont souvent prises ensemble pour faire des études. Ce qui, chez les adultes, n'a pas trop de sens. On sait bien qu'il y en a qui ont un potentiel un peu plus sévère. La polyarthrite a un potentiel un peu plus sévère, mais elle peut malgré tout disparaître. Vous voulez que je continue, monsieur Thibault, avec les questions? Oui. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Oui, je vous entends. Bon, éventuellement, j'ai une question. Après, je passerai la main à Céline, mais je ne sais pas si vous l'entendez. Moi, j'avais une question. C'est vrai que le méthotrexate, aujourd'hui, répond plutôt bien dans le cadre des polyarthrites rhumatoïdes. Vous sembliez dire qu'au niveau des enfants, les effets secondaires semblent assez lourds. Et si le méthotrexate ne peut pas être utilisé, sur quel produit, sur quel traitement vous vous orientez? Directement une biothérapie ou il y a un traitement de fond? Non, c'est le plus souvent, donc dans les traitements de fond comme chez l'adulte, la salazopyrine pourrait être utilisée dans les formes plutôt de type spondylarthrite. Elle l'est assez peu en pratique. Donc en fait, on va dire que globalement, quasiment tous les enfants ont d'abord des anti-inflammatoires, puis du méthotrexate le plus souvent, et le méthotrexate est bien toléré, sauf ces nausées et parfois des vomissements qui peuvent survenir. Voilà, je vous disais 10%, mais on le met en route. On le met en route, on l'espace un petit peu, on diminue un peu les doses, on essaye de s'adapter. Et vous avez tout à fait raison, dans certains cas, c'est pas possible. L'enfant ne peut pas continuer son méthotrexate. Parfois, rien que de voir la boîte de médicaments, il a déjà la nausée. On passe à un anti-TNF, oui. Alors, il y a un traitement biologique. C'est vrai que les anti-TNF, ceux qu'on a utilisés en premier, c'est un peu par habitude, c'est ceux-là qu'on utilise le plus souvent, mais il y a également l'abatacept et le trastuzumab. Il y avait une question concernant ces traitements anti-TNF, c'est le délai de réponse du traitement. Après, c'est peut-être variable, je ne sais pas, la question a été posée. C'est variable, mais c'est plutôt très rapide. Comme chez l'adulte, on obtient des réponses relativement rapidement, mais on attend en général, donc on espère un effet rapide. Pour autant, on ne change pas la biothérapie avant, on va dire, 3 à 6 mois, parce qu'on ne veut pas, ce qu'on vous dit parfois, on ne veut pas se griller des cartouches, c'est-à-dire qu'on veut vraiment attendre qu'il y ait une bonne imprégnation, être sûr que si c'est en échec, être sûr vraiment que ça ne fonctionne pas. On essaie avec Céline, peut-être? Oui. Vous m'entendez? Je crois que ça ne fonctionne pas. Cher professeur, vous n'entendez pas Céline? Je ne la vois plus et je ne l'entends pas. Bon, j'en déduis que vous voulez rester avec moi.
Donc, Tant pis. Mais j'aimerais bien l'entendre. Que quand même, elle est quand même la présidente de Courir. Ils ont vraiment aussi bah oui, bah oui. un lien très très fort avec les patients. Ils ont développé tellement d'outils, tellement de choses, mais Bon, Alors, j'aimerais bien qu'elle me contredise un peu. j'ai non. pas à contredire, mais j'aimerais bien effectivement que Et vous ça aurait été l'entendez? pratique. Oui. Tu entends le professeur, Céline? Oui, moi je l'entends. Bah, sinon, poser une question et je vais la poser pour toi. Enfin, c'est un petit peu compliqué, mais on va y Mais arriver. c'était surtout par rapport, elle a évoqué la transition et il y avait une question. Ou elle peut commenter tout simplement. Hein, si vos auditeurs entendent, c'est le plus important. Elle commente. Ouais. Voilà. Alors, tu C'est disais au bien niveau de la aussi. transition, oui. Alors, au niveau de la transition, le professeur l'a évoqué et une maman, je pense, demandait si tous les services proposaient une transition de la pédiatrie vers l'âge adulte. Et voilà, j'aurais aimé D'accord. qu'elle explique un peu plus et puis dire simplement qu'effectivement, à Courir, on est engagé dans plusieurs programmes de transition, que c'est quelque chose qui nous touche, qui pose problème encore. Hein. La transition, c'est loin d'être facile. Et personnellement, pour la vivre multipliée par 3, c'est un véritable parcours du combattant. Le professeur a évoqué tout à l'heure la difficulté de trouver un rhumatologue finalement qui connaisse l'arthrite juvénile. Et nous, on en a essuyé un peu les frais parce que on a cherché un rhumato proche de chez nous, puisqu'on passait sur un rhumato adulte. Et en fait, il connaissait absolument pas la pathologie et ça a été très compliqué. On a dû il est charmant, hein, mais on a dû finalement partir ailleurs, quoi. Et on se sent parfois un petit peu abandonné. Bien, je Donc fais voilà, une petite synthèse. Alors, voilà, merci. là, professeur, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, très bien. Donc, je vais faire comme dans les émissions sportives. Hein, je vais vous traduire. Donc, Céline abordait le problème de la transition. Et il y a une question qui était posée effectivement en France. Est-ce que tous les services offrent une transition entre la pédiatrie et la prise en charge au niveau adulte? Alors, est-ce qu'on a pas mal de services en France qu'il faut? Et il y avait une deuxième question, si j'ai bien compris, c'est qu'il est difficile de trouver des rhumatos, donc des rhumatos, mais compétents en arthrite juvénile. Et si on a bien compris, la prise en charge quand même de l'arthrite juvénile, c'est une spécialité, entre guillemets, par rapport à la PR. Je ne sais pas si vous avez compris le Bien sûr, sens. je comprends. Oui, Voilà. oui. Alors pour la transition, eh bien, ça dépend un peu des moyens à l'intérieur des CHU. Ils n'ont pas tous mis en place. Moi, à Brest, par exemple, je n'ai rien mis en place parce que c'est quand même. En fait, certains CHU, ce qu'ils font, c'est ils identifient un rhumatologue. Alors, par exemple, voilà, ils savent qu'ils vont adresser à ce rhumatologue en particulier. Souvent, du coup, c'est d'hôpital à hôpital plutôt. Et ils vont faire des présentations de dossiers et puis ils présentent également à leurs jeunes patients sur ça, mais sans qu'ils se rencontrent. Dans d'autres CHU, il y a vraiment des consultations conjointes pour que chacun s'approprie les données, le médecin, les personnes, etc. Donc ça existe. Je n'ose pas vous dire des lieux parce qu'après si j'en oublie, voilà. Donc ça dépend un peu des endroits. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est finalement encore assez peu développé, mais parce que aussi ça consomme énormément de temps. Moi, je pense que déjà la première chose qu'il faut faire, c'est déjà informer et aux rhumatologues de ce que je fais moi depuis des années, de l'arthrite juvénile et puis une période très spéciale de la transition. Là, à la SFR, elle nous donne une information là-dessus. Vous voyez qu'au Pays des Verts, la figure s'en occupe, je suis sûre que Courir s'en occupe aussi. Mais ce n'est pas systématique. Voilà. Et puis, la deuxième question, j'ai oublié. Ah oui, les C'était rhumatologues la ne sont pas compétence, en beaucoup fait. formés. Oui, bien sûr. Alors, il faut savoir quand même que les rhumatologues, je ne vais pas vous dire qu'ils ne sont pas compétents. Moi, je trouve extrêmement compétents Bien pour sûr. gérer tout ce qui est les articulations, les traitements. Vous voyez, ils ont une habitude énorme de tous ces traitements. Donc, franchement, ils sauront bien s'occuper de vous. Mais ce qu'ils ne sauront peut-être pas toujours bien faire au début, c'est justement d'avoir la connaissance de ce que l'on a dit aux enfants auparavant. Ils ne savent pas toujours que la maladie avait un autre nom. Ils ne savent pas toujours qu'en pédiatrie, on fait très peu de radiographie par manque un peu d'habitude ou très peu d'échographie, alors que le rhumatologue, lui, il vit avec ça.
Donc, il y a des différences en fait de prise en charge que le rhumatologue adulte peut ne pas connaître et qui peuvent au départ gêner dans ce lien, justement. Moi, certains patients tiquent un peu quand des fois, par abus de langage, je dis la polyarthrite parce que c'est devenu une polyarthrite, mais qu'on leur a toujours dit oligoarthrite. Vous voyez, moi-même, des fois, je me suis dit, oups, et c'est vrai que tout de suite, il y a de l'angoisse, etc. Donc, c'est vrai qu'il faut que les rhumatologues connaissent mieux cette transition. Mais en France, malheureusement, vous avez pu remarquer, c'est très scindé. Les hôpitaux mère-enfant, c'est d'un côté, et les hôpitaux pour tous les autres adultes, c'est de l'autre côté. Et la formation, elle s'en ressent aussi un petit peu pour ça. Céline, peut-être question concernant l'alimentation. Donc ça, c'est quelque chose qui est abordé. Face à comme ça le départ de la maladie auto-immune, est-ce qu'on a intérêt à changer l'alimentation, tout au moins une partie de l'alimentation? Alors, on est beaucoup sur le versant adulte. Il y a moins d'études qui sont faites chez les enfants. Il y en a eu pas mal de faites dans la polyarthrite rhumatoïde pour, on va dire, les régimes, divers régimes. Alors, je ne vous le conseille pas du tout, mais les seules choses qui ont montré une petite efficacité, c'est parfois des régimes un peu restrictifs, mais comme un peu tout le monde, quand on mange moins, on a un peu moins d'inflammation. Mais par contre, chez l'adulte aussi, ça, vous pouvez l'utiliser, des aliments un peu plus riches en oméga 3 pour diminuer, pour la part inflammatoire, pour diminuer l'inflammation. Par contre, tout le reste qu'on voit, je ne sais pas, c'est des modes, là, les régimes, pour l'instant, on a de preuves de rien. Après, une étude sur un régime, c'est pas très facile à faire. Donc, par contre, ce que les médecins recommandent, c'est changer son régime dans le sens surtout de l'améliorer en ayant un apport en calcium tout à fait correct, parce que ça n'aura pas d'effet directement sur l'arthrite, mais ça aura un effet à plus long terme sur la minéralisation osseuse pour que l'enfant atteigne une minéralisation osseuse la meilleure possible. Parce que quand il va avoir des traitements immunosuppresseurs, s'il est immobilisé à cause de son arthrite, s'il a de la cortisone, des années plus tard, il sera plus à risque de présenter une fragilité osseuse. Donc on recommande tout une alimentation finalement équilibrée. Vous pouvez l'enrichir un peu en oméga 3 et vous pouvez l'enrichir en calcium. D'accord. Céline, une question? Une maman qui demande si l'Humira a des effets secondaires. Alors je traduis, question de Céline, qui est sur ma gauche. Elle demande si, question d'une maman en fait, vous avez peut-être pu le voir, mais qui demande s'il y a des effets secondaires et quels seraient-ils dans le cadre de l'utilisation de Humira. Je suis sous Humira, ah oui, avec métaux, quelques infections. Ça, c'est une réponse. C'est une réponse qui vient d'arriver, ça. Oui, c'est une réponse. Alors, je me permets de repartir chez l'enfant, même si la question concerne les adultes. Eh bien, donc, chez l'enfant, avec l'Humira et avec le méthotrexate, il est décrit aussi des risques infectieux qui sont assez similaires à ceux de l'adulte. Je dirais peut-être un peu. Les enfants ne font pas tout à fait les mêmes infections puisqu'ils développent un peu leur immunité. On va dire. Et pour les infections urinaires, c'est possible, mais chez les enfants, c'est même pas la fin. Donc le risque est... On a un petit problème de son. J'entends plus rien. Ouais, je pense. Vous m'entendez plus? Ah, ça y est, bon. C'est revenu. C'est revenu? D'accord. Oui. Une petite question que j'ai aperçue aussi rapide. Oui, parce qu'on ne vous entend pas très bien là actuellement. Une petite question concernant mon fils a passé une IRM. On lui a trouvé une algodystrophie. Le rhumato pense qu'il n'y a aucun lien avec l'arthrite juvénile. Est-ce possible? Alors, c'est possible. Comment vous expliquer ça? L'algodystrophie, c'est une réaction un petit peu neurologique sur une articulation ou un os qui a été traumatisé. Donc, c'est quelque chose que l'on peut voir après une fracture, après un choc. On peut le voir également après une arthrite. Donc, si vous voulez, l'arthrite n'en est pas totalement responsable. Toutes les arthrites n'entraînent pas des algodystrophies, mais ça peut être le facteur déclencheur. Donc le rhumato a peut-être raison, peut-être que ça n'a rien à voir, il a voulu vous dire que ça n'était pas une poussée de sa polyarthrite. Par contre, une arthrite persistante a pu déclencher une algodystrophie sur la même articulation.
Je ne sais pas si ma réponse est claire, j'espère. Professeur, vous êtes encore là? Oui, je suis encore là. Céline? Oui, je suis là. Mais je pense que c'est toujours la même inquiétude par rapport aux biothérapies. Est-ce qu'on peut avoir... Ah non, c'est une autre question. Est-ce qu'il peut y avoir de l'inflammation au niveau des poumons? Ah, pardon, j'attendais la réponse. Je ne m'entends pas. Oui, alors la question c'était, est-ce qu'il peut y avoir inflammation au niveau du poumon, c'est ça? Céline, c'était ça la question? Oui, c'était ça la question, oui. Peut-être que Karine peut la préciser un peu. Oui, bien sûr. La plupart des maladies auto-immunes, la polyarthrite rhumatoïde ou la forme pédiatrique de polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Steele, essentiellement, plus que les formes spondylarthrite, peuvent entraîner aussi des inflammations au niveau pulmonaire. Les médecins, ils appellent ça des sérites. Il peut y avoir des pleurésies. Il peut y avoir également des atteintes pulmonaires particulières liées à ces maladies. Elles sont un peu plus fréquentes chez l'adulte que chez l'enfant, mais elles peuvent survenir également chez l'enfant, oui. D'accord. Moi, j'avais une question, professeur. Lorsqu'on démarre l'arthrite juvénile et au départ, il n'y a pas d'uvéite, est-ce que 10 ans plus tard, on peut brutalement, comme ça, déclencher une uvéite? Oui. Alors, 10 ans plus tard, l'enfant aurait 12 ans. Oui, c'est tout à fait possible, en fait. L'uvéite, on le sait, survient même en dehors de la poussée d'arthrite. Donc, quand on a diagnostiqué la forme qu'on appelle oligoarthrite juvénile et qu'il y a des anticorps antinucléaires positifs, c'est là que l'enfant est exposé à tout moment de sa vie à faire une uvéite sans symptômes. Alors, en fait, il n'y a pas de symptômes d'inflammation, mais il a une diminution de l'acuité visuelle. Pour autant, quelle que soit la cause de diminution de l'acuité visuelle, quand on est petit, on ne s'en rend pas compte. En fait. Donc, c'est pour ça que on va chez l'ophtalmo, il surveille tout ça, et comme ça, elle sera diagnostiquée à temps. Mais elle peut survenir, comme vous le dites, n'importe quand. D'accord. Céline, je vais te faire un cadeau. Je vais te laisser poser la dernière question. C'est sympa pour Noël qui arrive. Merci Gérard. Au niveau des uvéites, est-ce qu'il y a un autre traitement que les gouttes? Alors la question c'est, oui. Voilà, il faut que tu la répètes. Concernant les uvéites, est-ce qu'il y a un autre traitement que les gouttes? Alors oui. Donc, le premier traitement de l'uvéite, c'est les gouttes, c'est-à-dire la cortisone que l'on mélange souvent à de l'atropine qui évite qu'il y ait des phénomènes inflammatoires au niveau de la rétine. Mais donc, c'est essentiellement les gouttes, c'est le premier traitement. Quand ça ne suffit pas, que l'uvéite résiste à ce traitement, eh bien, il y a eu au cours des 2 dernières années beaucoup de progrès scientifiques et vous avez des anti-TNF et en particulier l'adalimumab qui est un traitement potentiel de ces uvéites et également le méthotrexate. Il n'empêche qu'il en reste encore un pourcentage non négligeable qui résiste parfois à ces traitements et qui sont vraiment, vraiment très difficiles à soigner. Mais donc, c'est les gouttes de cortisone, puis le méthotrexate, puis les anti-TNF et en particulier l'adalimumab. Très bien. J'avais une question parce qu'on n'a pas trop parlé peut-être, c'est concernant les programmes d'éducation thérapeutique. Donc c'est quelque chose que l'on trouve au niveau de la pathologie de l'arthrite juvénile? Alors oui. Je pense qu'à peu près dans tous les services de pédiatrie maintenant, il y a des éducations thérapeutiques. Nous, on le fait dans notre service en accord avec les pédiatres, on le fait plutôt dans le service adulte, mais peu importe, on a mis ça en commun. Et donc, alors, c'est pas de l'éducation thérapeutique vraiment aussi développée qu'on le voudrait, et tous ces programmes que vous avez développés chez l'adulte, mais ça se met en place progressivement. À nouveau, c'est une question de moyens. En tous les cas, ce qui est très important, c'est la première consultation, celle qui s'appelle pas encore éducation thérapeutique, mais qui pourtant explique aux parents, à l'enfant, les traitements.
comment on le suit, etc. Donc ça, au moins, c'est mis en place depuis de nombreuses années en rhumatologie et en pédiatrie aussi. Après, pour des vrais programmes plus développés, à nouveau, c'est les centres les plus gros et les plus dotés ou voilà, qui ont plus de personnel, qui ont pu vraiment développer ça. Mais c'est vraiment de très beaux programmes. Très bien, merci. Moi, j'avais une mission essentielle ce soir, cher professeur, en tant que modérateur, c'était de vous libérer à 19h30. Oui, donc, merci. Je vois qu'il est 19h29. Donc, je voudrais vraiment vous remercier. Moi, je vais juste clôturer, si vous avez juste 30 secondes, là, la conférence pour dire que le prochain rendez-vous, en fait, aura lieu le 17 décembre à 18h30. Et on aura Francis Berenbaum, le professeur, qui nous parlera de l'actualité au niveau des traitements et le point, en fait, sur la recherche. Je pense que nous avons terminé. Écoutez, alors je vous représente tous les remerciements de Céline, là, qui bouille de ne pas pouvoir communiquer avec vous. Mais voilà, je pense que tous les deux, voilà, c'était une webconférence dynamique, on a pas mal de questions. J'espère que ça aidera surtout les enfants et surtout également les parents. Voilà, donc, cher professeur, merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Et on vous dit à très bientôt, un de ces jours. Merci à vous également. Et puis surtout, ne lâchez rien. Vous êtes très, très, très important. Hein, vraiment. Hein. Merci. Ça, c'est un message pour Céline. Elle entend, je vois qu'elle sourit. À vous aussi. Vous aussi. À Landar aussi, je crois, oui. C'est gentil. Très merci, bien. Merci. Un grand merci. Bonne soirée. On remercie évidemment tous les participants qui sont joints à cette webconférence. Toutes nos excuses pour la qualité du son. Voilà, il y avait des petits soucis, mais on sait qu'avec la Bretagne, les relations sont quand même assez compliquées, mais ça va s'améliorer tout ça. Puis certainement que le brouillard est déjà tombé sur la région de Brest. Voilà. C'est ça. Allez, merci à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.